d'autres planètes, elles viennent nous gêner un peu, et l'ellipse subit des modifications. En haut, vous voyez ce qu'on appelle l'effet d'excentricité, l'ellipse s'allonge ou se raplatit à tous les 100 000 ans. C'est la cause principale des glaciations de 100 000 ans, des 4 glaciations que nous venons de connaître successivement. Il y a d'autres variations. Vous savez que l'axe de rotation de la Terre est incliné sur le plan de l'écliptique, sur le plan de l'orbite de la Terre. Eh bien, cette inclinaison, elle varie légèrement. Et puis, d'autre part, l'axe tourne, c'est ce qu'on appelle la précession. L'orientation de la planète change tous les 41 000 ans, la précession fait un tour tous les 23 000 ans. C'est ça qui fait que l'étoile polaire est aujourd'hui l'étoile polaire, mais que vous savez, il y a 23 000 ans divisé par 2, c'était je ne sais plus quelle étoile qui était notre étoile polaire, ce n'était pas l'étoile polaire. On retrouve maintenant toutes ces variations de façon extraordinaire quand on est géologue dans les sédiments, quand on y fait attention. Si vous allez au sud de la Sicile, eh bien, il y a une région, une très belle plage qui s'appelle Punta di Maiata, où vous verrez ces alternances extraordinaires de couleurs, alternativement rose, blanc, gris, blanc, rose, blanc, gris, blanc, rose, blanc, gris, blanc, et il y en a des dizaines et vous pouvez les compter. On sait maintenant que chacune de ces alternances, c'est la trace d'un cycle de 23 000 ans de précession des équinoxes, qui fait que de temps en temps le climat est plus chaud ou plus froid. En gros, quand il est froid, les sédiments sont gris, quand il est chaud, les sédiments sont rouges, et c'est ça qui crée les alternances que vous voyez là. Mieux encore, si vous regardez la plage d'un peu loin, vous avez des personnages qui marchent sur un banc au milieu pour vous donner l'échelle. Vous voyez des dizaines de ces alternances, mais vous voyez en plus, elles sont numérotées, j'en ai marqué quelques-unes en rouge, mais vous voyez surtout se découper sur le fond de la mer des petits ressauts de falaises blanches. Eh bien, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement des maximums de la densité du carbonate de calcium qui a été modulé par les variations de 100 000 ans et de 400 000 ans. Donc vous voyez l'histoire des variations de l'orbite de la Terre sur un tel affleurement géologique. Et des travaux beaucoup plus fins que les travaux d'origine sur ces carottes de glace de l'Antarctique ont finalement montré que les deux courbes, la rouge et la bleue, vous ne pouvez pas le voir sur celle-là, mais il y a des publications récentes qui le montrent de façon beaucoup plus détaillée, eh bien c'est la courbe du CO2 qui suit de quelques siècles à quelques milliers d'années la courbe de température. Il n'y a plus de doute, dans les carottes de glace de Vostok, les augmentations et les baisses de la concentration de l'atmosphère en gaz carbonique sont la conséquence des variations de température et non pas leur cause. C'est assez évident que les orbites de Milankovitch qui changent tous les 100 000 ans changent l'éclairage de l'atmosphère, la chauffent plus ou moins. Une fois chauffée, l'atmosphère chauffe l'océan. L'océan a dissous du gaz carbonique comme une bouteille d'eau Perrier. Vous le chauffez, il ressort son gaz carbonique. Vous le refroidissez, le gaz carbonique rentre dedans. Tandis que la causalité inverse qu'on avait cachée dans la tête, ça voudrait que changer le gaz carbonique change la température et que changer la température, ça change l'orbite de la Terre et les effets de Jupiter et d'Uranus. Vous voyez qu'on s'est laissé embarquer dans une analogie à laquelle, en tout cas je dirais pour moi, j'aurais dû faire plus attention depuis longtemps. Avec la courbe de Mann désormais fausse, avec cette courbe-là désormais de causalité inversée, les deux arguments clés des 20 premiers ans des rapports du GIEC, qui sont quand même la température du globe, même si vous le verrez, il y a d'autres choses, eh bien, ils sont tous les deux tombés. Je n'ai absolument pas le temps, dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui, de passer en revue tous les éléments. D'ailleurs, j'en suis pas capable, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout analyser, mais chaque fois qu'on analyse quelque chose, on trouve des choses comme ça. Alors, souvent, et on verra dans le débat, les gens me disent « oui, mais la glace, oui, mais les ours polaires, oui, mais les glaciers du Kilimandjaro, oui, mais le niveau des mers ». Et à chaque fois, quand on dit la température, ça ne marche pas, on dit « oui, mais regardez autre chose ». Et une des grandes caractéristiques de ce débat sur le réchauffement climatique, c'est que quand vous trouvez un truc qui ne colle pas, on vous dit d'aller regarder ailleurs. Et c'est assez curieux. Je vous montre simplement une chose très importante pour le réchauffement climatique, c'est le niveau des mers. Une des conséquences dont vous avez tous entendu parler, c'est la hausse du niveau des mers avec les catastrophes que ça va engendrer. Je vous dis ici que la probabilité que ça engendre des catastrophes dans le siècle qui vient est extrêmement faible. Et je vous montre cette courbe qui crève les yeux. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien. Voilà l'élévation récente du niveau des mers, en haut à gauche, de 1880 à l'an 2000. Vous voyez, j'ai aidé votre regard en traçant une droite, que de 1900 à l'an 2000, y compris la petite courbe rouge que vous voyez en haut à droite, c'est les mesures depuis qu'on a des satellites qui sont hyper fines, encore meilleurs qu'avant. Avant, on avait des marégraphes. Il doit bien y avoir un marégraphe pas loin de Nantes. En tout cas, il y en a un à Brest, il y en a un à Marseille, il y en a dans le monde entier. On les a tous intégrés pour obtenir cette valeur. Vous voyez que le niveau de la mer s'est mis à accélérer vers 1900, mais que depuis 1900, il suit une courbe rigoureusement plate. Il n'y a pas la moindre trace d'accélération. Or, dans la deuxième moitié du siècle, nous dégageons beaucoup plus de gaz carbonique que nous n'en dégagions à la fin du XIXe siècle. Donc, extrapoler cette courbe, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils oublient ce que je viens de vous montrer,
comme le petit morceau de 20 ans en bas à gauche, il est plat, on vous trace une courbe de façon un peu parabolique, et après, hop, elle fiche le camp et on vous prévoit une augmentation extraordinaire pour le siècle qui vient. Il me paraît raisonnable de dire que dans le siècle qui vient, l'augmentation de niveau de la mer sera probablement du même ordre qu'elle a été dans le siècle dernier. Vous la lisez à droite, 20 cm, et que si ça accélère vraiment, ça fera peut-être 40. D'ailleurs, c'est dans les prédictions du GIEC, 40. Simplement penser que 40 cm d'élévation du niveau des mers, c'est un truc incroyable auquel l'homme ne saura pas s'adapter, alors qu'on vient de passer un siècle sans grand problème avec 20 cm, ne paraît pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller mettre des barrages ou faire attention. Simplement, je vous dis un exemple, dans le film célèbre d'Al Gore, vous voyez une figure qui frappe les gens, on y voit l'Amérique en vert foncé et en rouge toutes les zones qui seront envahies par la mer. Mais on ne vous dit pas, ou on vous dit très vite, que c'est dans le cas où toutes les glaces du Groenland fondraient, ce qui prendra probablement au moins 3000 ans. Et donc vous mélangez dans votre tête ce qu'on vous prédit pour dans 100 ans et une hypothèse pour dans 3000 ans, au cas où la banquise complète fondrait. Malheureusement, ce débat est plein de ces raccourcis où quand on ne fait pas attention, et je n'ai pas fait attention pendant des années, on se fait vendre des idées qui ne sont pas tout à fait exactes. Dans cette deuxième partie beaucoup plus courte, je vais vous montrer un peu notre travail. J'aurais pu, et je le ferai si c'était devant une assemblée de collègues spécialistes, vous montrer un peu quels sont nos travaux et pourquoi nous nous sommes embarqués dans ce débat bien malgré nous. Je suis spécialiste du champ magnétique terrestre. Nous mesurons en permanence les variations du champ magnétique dans une centaine d'observatoires à la surface du globe et on était en train de se demander dans quelle mesure ces variations magnétiques de la Terre étaient liées à l'activité du Soleil. Et donc on a regardé sur le XXe siècle, encore une fois une courbe qui va de 1900 à gauche à 2000 à droite, nous avons regardé les variations du champ magnétique dans deux observatoires, l'un en Alaska, l'autre en Écosse, pour prendre des endroits très distants. Ce sont les courbes bleues et vertes. Vous voyez que ces courbes magnétiques, purement des observatoires terrestres, elles grimpent jusqu'en 1950, elles chutent jusqu'en 1970, elles remontent jusqu'en 80-90 et elles retombent depuis les années 90, depuis 10 ans environ. Quand on regarde l'activité du Soleil, on a la courbe violette. Alors celle-ci ne démarre qu'en 1950, mais je peux vous assurer que vous auriez la même qualité de corrélation avec des données qui commencent à partir de 1900. Vous voyez qu'il y a une chute, une recroissance et une redécroissance qui vont ensemble. Ce n'est pas une grande découverte. Ça nous montre que la variabilité du champ magnétique dans les observatoires du monde dépend directement de l'activité du Soleil. On le savait, on le montre plus finement qu'avant, mais ce n'est pas très nouveau. Ce qui était nouveau pour nous en 2005, quand nous avons sorti ça, c'est qu'on a mis par-dessus une des versions de la courbe globale de température que vous avez maintenant vue plusieurs fois, elle est en rouge. Donc on a pris une courbe de M. Jones, toujours le centre du Hadley Research Center, et on s'est dit, tiens, ça ne colle pas parfaitement, mais c'est marrant, la température monte jusque dans les années 40, descend jusque dans les années 70, monte après, mais en revanche, ce dont on est aperçu, c'est qu'à partir de 1985, on a l'impression que la température est vraiment en train de monter, alors que toutes les indications du Soleil et du champ magnétique descendent. Donc il y a 4 ans, notre conclusion était, tous les gens qui dans les premiers rapports du GIEC ont dit que le réchauffement climatique commençait en 1850, chose qu'ils ont corrigée dans l'avant-dernier rapport du GIEC qui disait que c'était 1950, eh bien nous pensons que s'il y a un réchauffement climatique anormal, ce qui est tout à fait possible, il ne semble se dégager qu'à partir des années 80. Avant, les variations accompagnent tellement bien les variations du Soleil que penser que le Soleil en est responsable, comme il l'a été des cycles de Milankovitch et de tout ce qui s'est passé avant dans l'histoire de la Terre, n'a pas l'air déraisonnable. Depuis, nous avons travaillé sur de nombreuses données, de plus en plus nombreuses, et nous avons 4 ou 5 études qui sont sur le point d'être publiées, dans lesquelles nous ne cessons de trouver une extraordinaire coïncidence entre des indicateurs du Soleil et des indicateurs de la température, alors qu'à la date d'aujourd'hui où je vous parle, l'écrasante majorité des climatologues continuent à se demander si le cycle du Soleil a une influence sur la température. Eh bien, nous répondons clairement oui. Grâce à des méthodes mathématiques de traitement du signal, c'est ça que nous avons apporté, nous étions spécialistes de ça. Et c'est pour ça qu'on a pu mettre le nez dans ce domaine. On savait le faire sur des données magnétiques, ce n'est pas plus difficile de le faire sur des données de température. Et vous voyez ici des courbes assez intéressantes. La courbe en rouge, c'est la variation